Aujourd'hui, on va évidemment parler de cette fin de campagne. Tiens, la voix commence à fatiguer. Attends, tout commence à fatiguer, hein, pour tout vous dire. Alors, je vous raconte. Je vous raconte. C'est bon, on est 5000, je peux balancer des anecdotes. Donc, hier soir, alors quand je dis hier soir, vous allez voir que le concept de soirée est un concept avignonnais un peu particulier. Ah, mais c'est pour ça que c'est moche. Voilà, c'est parce que j'ai ma fill light qui était beaucoup trop forte. C'est pour ça que c'est moche. Voilà, ça y est. Euh, Hier soir, euh, j'ai été invité à la Nuit d'Avignon, qui était une nuit de mobilisation dans la cour d'honneur du Palais des Papes, donc sur la grande scène du festival In d'Avignon, pour lutter contre, se mobiliser contre l'extrême droite. Donc évidemment, soirée très enthousiasmante, de multiples prises de parole, beaucoup de gens étaient là, Joe Star était là, Jeanne Balibar était là, Andrea Bescon était là, la CGT était là, Alexis Michalik était là, la Comédie Française était là, tout le monde était là, c'était incroyable. C'était incroyable. Camille Etienne était là. Bon, évidemment, là, j'oublie de citer des gens, donc s'ils sont sur ce stream, ils vont m'en vouloir. Mais tout le monde était là, sachez-le. Et, alors, moi, on me dit, écoute, la soirée commence à 1 heure. D'abord, on a des prises de parole institutionnelles, machin, etc. Et puis toi, tu passes relativement tôt, tu seras à 2h20 sur scène. Déjà, je râle. Déjà, je dis, écoutez, les gens, vous êtes gentils, mais moi, je joue à 19h05, donc j'avais joué à 19h05, je joue ce soir, je leur dis, bon, écoutez, moi, en ce moment, vous savez, je suis un petit vieux, hein, je me couche tôt, je fais du sport le matin, 2h20, c'est un peu tard pour moi. Mais bon, allez, 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 si un mot outil antifascisti, tout ça, on se mobilise. Donc je leur dis, ok. Et évidemment, évidemment, euh, évidemment, les gens, le temps que les gens rentrent, etc., donc la soirée a commencé à 1h30 au lieu d'1 heure, évidemment. Et ensuite, 2h20 du mat, absolument 2h20 du mat. C'était une nuit de mobilisation, c'était la nuit d'Avignon. Et donc, euh, et donc évidemment, ça commence à 1h30. Donc je me dis, bon, mais 2h20 se transforme immédiatement en 2h50. Donc tu vois, près de 3h du mat, ça commence à cogner. Mais je me suis dit, allez, c'est bon, allez, tous ensemble contre le RN, tout ça, quoi. Donc voilà, je reste évidemment. Et donc, et alors le problème, c'est que toutes les prises de parole avaient été calibrées sur 3 minutes. Vous voyez venir le problème. Une fois que les gens ils sont sur la scène du Palais des Papes, ben, tu vois, ils sont contents, tu vois. Donc, alors moi, on m'avait dit, il faut que tu fasses entre 10 et 15 minutes. Voyant que tout le monde prenait trop de temps, j'ai serré mon intervention, elle a tenu en 9 minutes 50 précisément. Voilà, donc moi, on me dit, tu fais entre 10 et 15. Au début, j'avais prévu de parler 14,59. Et puis quand j'ai vu que quand même ça s'impatientait un peu, que les gens avaient pris un peu de temps, etc., que l'heure s'effilait, j'ai fait 9 minutes 50. Bon, il se peut que d'autres à qui on ait donné un tempo se soient un peu emballés, voilà, et étaient un peu portés par l'émotion du moment. Donc, ma prise de parole de 9 minutes 50 qui était prévue à 2h20, j'ai parlé à 4h30. J'ai parlé à 4h30 derrière le coach pour trouver un taxe pour évidemment revenir dans les hauteurs d'Avignon. Comment vous dire que je me suis couché à 6h du mat? Sachant que je jouais hier soir à 19h et que je joue ce soir à 19h. Voilà. Comment vous dire que je me suis couché à 6h du mat et que au milieu de tout ça, il faut que je case de l'orga, des gens invités pour des trucs que je peux pas encore vous en parler. Bref, tout va bien, quoi. Voilà, tout va bien. Mais bon. euh, Mais bon, c'était très enthousiasmant, hein. C'était très enthousiasmant. Il y avait beaucoup de mobilisation. Je vais pas vous le cacher, à 4h30, la salle n'était plus tout à fait pleine. Il se peut que j'ai parlé devant peut-être quoi 400 personnes, dont 300 en état de somnolence très avancé. Mais, mais ce qui est important, comme toujours, hein, ça vous le savez, ce qui est important, c'est l'émotion qu'on met dans les choses et il y avait beaucoup d'émotions. Voilà. Il y avait du monde. Bah, on a commencé la salle, enfin la cour d'honneur du Palais des Papes était pleine, donc 3000 personnes, je pense. Et puis, bah voilà,
Euh, il se peut qu'il y ait eu une prise de parole de la maire d'Avignon qui ait duré un quart d'heure. Il se peut que prise de parole valeureuse sur le fond. Il se peut que la salle soit un peu vide après. Bref. Bref, classique quoi. Quelqu'un t'a filmé, bah tout était filmé de ouf, mais je sais pas si ce sera, je sais pas si c'était pas streamé, c'est sûr, et je sais pas si et où ce sera diffusé. Mais c'est sûr que ça a été filmé. C'est sûr que ça a été filmé. Euh, voilà, j'ai fait, en plus j'avais prévu une performance, donc je me suis dit, écoute, t'as probablement pas 2 fois dans ta vie l'occasion de parler sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes. Je me suis dit, Clément fait une performance. Donc pour tout vous dire, moi le thème de mon intervention, c'était évidemment, j'ai parlé du langage, des mots vidés de leur sens et de comment est-ce que le Rassemblement national proliférait sur un espace public où le rapport à la vérité s'est distendu, voire même s'est rompu. Bon, j'y reviens pas, hein, j'en ai parlé 12 000 fois sur cette chaîne, vous connaissez ça par cœur. C'est le sens de la vidéo qu'on a sortie avec PEMF avant-hier sur Marine Le Pen et la destruction du langage. Donc j'ai parlé exactement de ça, mais je me suis dit, bon, je peux pas juste me contenter de redire ce que j'ai dit en stream. Je me suis dit, c'est la cour d'honneur du Palais des Papes, nom de Dieu. Il faut quand même, faut un truc, faut un geste. Je me suis dit, il faut un geste. Et donc, pour commencer, je me suis appuyé sur les chroniques d'un saccage du langage, c'est-à-dire le, le, le répertoire de toutes les anti-vérités macroniennes qu'on a constitué grâce d'ailleurs à ce chat, en partie, en grande partie même, et qui sera publié avec la pièce en annexe de la pièce à la rentrée. Donc je me suis appuyé là-dessus et j'ai lu d'une voix monocorde pendant 4 minutes. Donc j'ai pris 4 minutes sur les j'ai pris 4 minutes sur les 9,50. J'ai pris 4 minutes pour lire d'une voix monocorde sans les commenter un enchaînement de contre-vérités du gouvernement d'Emmanuel Macron pour démontrer que c'est en partie de leur faute si nous avons basculé dans cet espace de post-vérité dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Mais qui est PEMF? C'est mon monteur, PEMF. Voilà, c'est grâce à lui, notamment, mais beaucoup, grâce à lui que vous avez des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux régulièrement. Donc, donc voilà, j'ai fait mon geste. J'ai fait mon geste. J'ai lu d'une voix monocorde les citations d'Emmanuel Macron et de son entourage. Voilà, donc écoutez, sachez que les mots non seulement d'Emmanuel Macron, mais également de Christophe Castaner, d'Amélie Oudéa-Castéra, de Gérald Darmanin, ont été prononcés, pas par eux, hein, mais ont été prononcés malgré tout sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes. Écoutez, j'étais j'étais content de moi. Tu peux relire les 4 minutes? Non, 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 quand même pas. Ça coupe de mon côté. Écoute, ici, tout est stable. Hein. Tout est stable depuis quelques minutes. Donc, fais un petit F5, fais un petit refresh, rafraîchis ta page et ça devrait aller. Klimovic qui utilise le travail de la commu pour se mettre bien. Ah non, bah ça, c'est pas du tout ça. Depuis le début, je vous ai dit, si j'ai expliqué que c'était une œuvre commune, qu'elle serait éditée, qu'elle serait utilisée, et que si vous vouliez pas y contribuer, eh bien, je vous ai dit, n'y contribuez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était cool. Franchement, c'était cool. Tu fais ça une fois. Enfin, je pense que tu fais ça une fois dans ta vie, tu vois. Après, qui sait, si ça se trouve, dans 2 ans ou 3 ans, on est invité au festival IN d'Avignon avec Ferdinand Barbet et on fait une création pour la scène d'honneur du Palais des Papes. Qui sait? Mais aucune chance. Mais qui sait? Hmm. On veut les 4 minutes. Ben moi aussi, ça a été filmé, c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc voilà, je me suis dit, écoute, je me suis dit, euh, allez, vous les voulez en live là maintenant comme ça là? Vous voulez que je me mette, vraiment quoi? Là, il faut se, tu me diras, c'est pas très compliqué de vous les lire. Hein. Alors attendez, on va faire ça. Allez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On est 5 000. Comme ça, je me dirais que j'ai pas complètement bossé pour rien. Hop, allez. Puis après, on enchaîne, évidemment. Très bien. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique? Attendez, moi je veux bien, mais je veux de la musique. J'ai rien à foutre. Joey Star, là, il a lu un texte trop stylé avec de la musique par-dessus, c'était incroyable. J'étais super jaloux. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Il se faut une musique. Ah bah, est-ce qu'on resterait pas sur du Mudes là depuis le début de la semaine? On s'écoute la bande originale de Binding of Isaac.
Ok. Non, ça, après, ça... Il faut un truc... Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ah, attendez. On va essayer celle-là. Ça donne quoi, ça? Non, ça, c'est un peu tristounet, quand même. Ça, c'est pas mal. On va faire ça. C'est bon. Ok. Mesdames, messieurs, cette séquence s'intitule « Comment nous en sommes arrivés là ?» 6 avril 2016, j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Emmanuel Macron. Putain, je l'ai raté. Je le recommence, on a dit qu'on n'a rien vu. C'était pas bien, je le refais. On dira qu'on n'avait rien vu, hein, vous étiez pas là. 6 avril... Ah putain, j'ai oublié mon intro, elle était bien. Mesdames, messieurs, ce moment s'intitule « Comment nous en sommes arrivés là ?» 6 avril 2016, j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Emmanuel Macron. 4 septembre 2016, je n'ai jamais dit que j'étais ni de droite ni de gauche. Emmanuel Macron. 5 février 2018, il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Pour l'immense majorité, c'est leur choix. Sylvain Maillard, député de Paris. En 2018, l'hiver a été particulièrement difficile avec des nuits à moins 10 degrés et un vent glacial. Pour l'immense majorité, c'est leur choix. 1er février 2019. Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai et qu'on alimente les peurs. Emmanuel Macron. 3 jours plus tard, les services de l'Élysée déclarent « Le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. » 3 avril 2019. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. La vidéo dont il parle a été tournée lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Besançon. On y voit distinctement un policier abattre sa matraque sur un homme isolé. Un policier a poussé quelqu'un. 18 mai 2020. Il y a eu une doctrine restrictive sur les masques pour ne jamais être en rupture. Nous n'avons jamais été en rupture de masque. Emmanuel Macron, sans commentaire. 6 février 2022. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Gérald Darmanin, sans commentaire. 18 mai 2022. C'est un honnête homme. Je ne le crois pas capable de violence sur les femmes. Stanislas Guérini, secrétaire général d'En Marche, il parle de Jérôme Perra, candidat macroniste aux législatives, condamné 2 ans plus tôt pour violence conjugale. 31 octobre 2022. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Quelques mois plus tard, Nicolas Lerner, directeur de la Direction générale pour la sécurité intérieure, déclare « Aucune action de nature terroriste n'a été commise au nom de la cause environnementale ces dernières années ». 31 décembre 2022, qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Emmanuel Macron, sans commentaire. 4 mars 2023, avec notre réforme des retraites, il n'y aura pas de perdants. Olivier Dussopt, sans commentaire. 17 janvier 2024, je n'ai pas menti. Je me suis appuyé avec la plus totale sincérité sur le souvenir et le ressenti d'une maman, et maintenant, les états statistiques du rectorat et la parole d'une enseignante me donnent tort. Amélie Oudéa-Castéra, sans commentaire. 20 décembre 2023. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen. Il rend fier la France. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Emmanuel Macron, président de la République. 7 mai 2024. Je n'ai jamais défendu un agresseur face à ses victimes en parlant de Gérard Depardieu. Emmanuel Macron, président de la République. Sans commentaire. Voilà.
Ça, c'est ma réponse à celles et ceux qui me disent que je suis trop violent quand je dis qu'ils ont détruit le sens et le langage. Hop. Œuvre commune, hein, c'est notre travail à tous. C'est notre travail à tous. Ça rend dingo. Bah oui, bien sûr, ça rend dingo. La musique de l'apocalypse, un petit peu, hein. Bien. Bon, et j'ai fait une sélection, hein. J'aurais vraiment, vraiment, j'ai très bien, mais il faut doser le sidechain. Ah, ouais, c'était pas beau en termes de son. C'est vrai que j'aurais dû, c'est vrai que j'aurais dû virer le sidechain. En fait, je suis con. J'aurais dû virer le sidechain et baisser la musique. Ah, écoutez, hein. Écoutez, hein. Putain, j'ai chaud. Ok. Hop. Et parce que du coup, j'ai tège mon ventilateur là. Et c'est pour ça que j'ai chaud de ouf. Bien, alors. On dirait un épisode de Black Mirror, un petit peu, hein. Un petit peu. Euh, Ça allait pas le son. Oui, bah oui, 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 j'aurais dû virer le sidechain. Bon, bah écoutez, on recommence, pas grave. On recommence. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'était fait à l'arrache. C'est bon. C'était pas fou le mixage de la musique. C'était pas fou. Enfin, parce que moi, dans mes oreilles, c'était bien, hein. Dans mes oreilles, c'était bien, mais c'est vrai que j'ai mis mon sidechain et tout. Bref. Bon, écoutez. Écoutez, hein. Voilà, c'était pour vous. C'est pas forcément. On en fera quelque chose. Écoutez, vous savez quoi? On dit que c'est un brouillon. On dit que c'est un brouillon, on en fera quelque chose. Sachez-le, ça allait, le son était correct. Non, mais sur un truc comme ça, il faut pas que le son soit correct, il faut qu'il soit incroyable. Mais on en fera quelque chose. Là, je me dis, là, je me suis dit en le faisant, on en fera quelque chose. Ça allait. Ouais, mais Pem, on veut pas que ça aille, un truc comme ça, il faut que ça pète de ouf. Non, mais on en fera quelque chose, c'est sûr. C'est bien, ça servait de brouillon. Vous pourriez dire, on était là. Vous pourriez dire, on lui a donné l'idée. Ah, vous pourrez dire ça, on lui a donné l'idée. Euh, Voilà, bref, ça c'est le texte que j'ai lu hier d'une voix monocorde sur la scène d'honneur du Palais des Papes. J'étais très content. Bon, allez, on avance. Là, on est en train de papoter. Euh, Qu'est-ce que... Alors attendez, je regarde un peu. Parce que évidemment, du coup, hier, enfin, les journées en ce moment sont vraiment longues. Et du coup, j'ai pas assez le temps de lire la presse. Donc là, je suis en train de regarder un peu ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit sur Libération. Moi, je trouve que pendant les élections, Libé, ils sont quand même un peu intestables, quoi. Après, Le Monde, ils ont souvent des bons articles de fond, mais Libé, sur le suivi un peu heure par heure de la campagne, ils sont quand même réactifs, quoi. On peut rien leur dire. Ok. Ouais, bon, on est sur la. Ouais, en fait, j'ai pas raté tant de choses que ça, hein, en réalité, hein. Ok, il y a des tribunes, bien sûr. Euh, Ah, ça, on va se lire ça, par contre, c'est très important. Tiens, on va lire ça. Euh, Les 1, quoi? Comment? Putain, tu vois des titres sur Libération. Législative 2024, deux points, un candidat RN traite son opposant Nouveau Front Populaire de nazi. Alors que c'est eux, bref, bon. Billet. Ouais, non, ok. Ouais, bon. C'est pas. Je regarde, hein, effectivement, il s'est pas passé non plus 10 000 choses. C'est bon. Bien. Je vais faire un truc. Je vais prendre vos. Regarde la phrase de Darmanin sortie aujourd'hui. Vous me l'avez envoyé ou pas? De New Post. Darmanin. Vous me l'avez envoyé. Alors. C'est quoi? C'est j'aime trop la police pour pouvoir voter pour un candidat de la France insoumise, c'est ça? Ce qu'a dit Gérald Darmanin?
Attends, quoi? Attends, quoi? Hein? Attends, quoi? Mais non. Attendez. Ah ouais, non, mais d'accord. Mais c'est quoi cette phrase? C'est Hélène Salvi. Attends, c'est sorti sur Le Monde? Ok, alors on va aller voir ça. Arrête. Arrête. C'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. Ça y est, j'ai vu la phrase dont vous parlez, hein. J'ai vu la phrase dont vous parlez. Vous avez l'article original? Envoyez-le moi parce qu'on va parler de ça, en fait. Ah, Pam, super bien, wesh. Bah oui, c'est un tweet d'Hélène Salvi, c'est ça? Mais non. Oui, ok, mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien l'article. Alors attendez. Ok, je cherche, hein, je cherche. J'ai vu, j'ai vu la phrase, je cherche l'article. Ah, j'ai pas l'article, pas de problème. Tac, on va faire un petit contrôle C, contrôle V. On va trouver ça vite fait. Ok, je l'ai. Alors, eh ben on va se lire ça. Ah, attendez. Vous entendez mes messages, putain. C'est pas facile, hein, c'est pas facile de streamer streamer en tournée, hein. Très bien, on y est. Bon, bah, je vais le découvrir avec vous. Législative 2025, 2024, entre l'Élysée et Matignon, tension sur le front républicain. Hop, voilà. L'attitude à tenir face à la montée de l'extrême droite a profondément divisé Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Leurs stratégies parfois contraires se sont parasitées avant le second tour des élections législatives le 7 juillet. Tiens, bah, c'est intéressant. Euh, le buffet est installé sur la terrasse de l'Élysée ce dimanche 30 juin. La soirée est fraîche pour un été naissant, un frisson parcourt la quinzaine de convives, tous des hommes réunis autour d'Emmanuel Macron pour suivre les résultats du premier tour des élections législatives. Putain, déjà là, il n'y a rien qui va, quoi. 15 personnes, que des hommes, le Boys Club. Bon, en même temps, est-on surpris, hein. Évidemment, l'égalité femmes-hommes, grande cause nationale du quinquennat, bien sûr, hein. La vague populiste qui a submergé le pays lors des européennes s'est transformée en tsunami. L'extrême droite a séduit plus de 10 millions d'électeurs. Ce n'est pas un vote de colère, c'est un vote d'adhésion, analyse le chef de l'État. Le peuple à qui il voulait redonner la parole amplifie le message envoyé le 9 juin. Voilà plusieurs jours déjà que le président de la République sait qu'il lui sera impossible de rafler une majorité solide. Oui, bon, d'accord. Cette dissolution qu'il présentait comme un geste de confiance vire au naufrage du camp présidentiel, fustigeant le système qui pense que les gens sont idiots. Ok. Il faut se préparer, prévient François Patria, sénateur de Côte d'Or. Le chef d'État laisse entendre qu'il pourra gérer. À 20h01, le bref communiqué de l'Élysée est diffusé auprès des rédactions. Le bref communiqué de l'Élysée est diffusé auprès des rédactions. L'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour, énonce le président, laissant planer une ambiguïté sur le soutien apporté au NFP pour battre le RN. Ira-t-il jusqu'à appeler à voter pour des candidats insoumis afin de faire barrage à l'extrême droite? Mystère. Le jambon, les fromages et le vin rouge disparaissent peu à peu. Les résultats circo par circo s'égrènent au fil d'une nuit qui s'étire. Brigitte Macron passe une tête. Celui-là, je l'aime bien, commente la première dame au nom d'un candidat, compatissant à l'annonce de l'échec d'un autre. Il est minuit tout juste quand, oubliant le pays sous le choc, on sort le champagne. C'est l'anniversaire de Richard Ferrand, 62 ans. Mais non. Putain, c'est incroyable. Ils ont sorti le champagne pour fêter l'anniv de Richard Ferrand. Mais non. La France est au bord du fascisme à cause de leur incompétence et de leur légèreté. Et les gars, ils sabrent le champagne pour fêter pour fêter la nif de Riri. Ah, c'est les 62 ans de Riri. En même temps, on va pas se laisser abattre, on va fêter ça. François Patria dépose un baiser sur le crâne de l'ancien président de l'Assemblée nationale. On rit. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr, ça c'est... Oh, on va pas se laisser abattre quand même. Hein, ce dernier froissé du sort réservé à son ami Gilles Legendre, que le parti macroniste a refusé d'investir à Paris, se déride. Le Breton pardonne même cette folle dissolution à Emmanuel Macron.
Comme d'autres, il s'est fait une raison. Depuis la rive gauche de la Seine, on refuse de baisser les armes. Gabriel Attal, aidé de ses communicants, tâche depuis le 9 juin de se sculpter une stature de valeureux combattant de l'extrême droite. Le chef de gouvernement, ancien socialiste, refuse l'idée d'une passation de pouvoir avec le leader lepéniste Jordan Bardella, qui entacherait son destin politique. Ah, c'est sûr que là, de toute façon, Gabriel Attal, c'est compliqué. Après avoir bataillé contre les extrêmes plaçant sur le même plan RN et LFI, le trentenaire fait valoir que l'alliance de gauche n'a plus aucune chance de décrocher la majorité. La menace existentielle pesant sur la République se concentre désormais sur le parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Peu à peu, 22 heures. C'est vrai qu'ils sont nombreux à avoir dit ça, hein. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Raphaël Enthoven, qui a dit euh, comme le nouveau Front Populaire n'a pas de chance d'obtenir la majorité, j'appelle à voter pour le nouveau Front Populaire pour faire barrage au RN. Mais en fait, c'est intéressant ça, parce qu'il commence en disant comme le NFP. Vous voyez, regardez, la prémisse de leur raisonnement, hein, c'est ce qu'a dit Enthoven, c'est ce que dit effectivement Attal, c'est comme le nouveau Front Populaire ne peut pas obtenir la majorité, autant voter pour un candidat NFP pour faire barrage au RN qui, eux, peuvent l'avoir. Mais qu'est-ce qui serait passé si la situation avait été inversée? Qu'est-ce qui serait passé si le nouveau Front Populaire avait eu la possibilité d'avoir une majorité absolue et pas le RN? Est-ce qu'ils auraient dit, puisqu'ils tracent en disant cela un signe égal sur le fond, est-ce que Enthoven, est-ce que Attal aurait dit, bah écoutez, le RN n'ayant aucune chance d'obtenir une majorité, j'invite à faire barrage au nouveau Front Populaire en votant Rassemblement National pour éviter l'élection d'une majorité dans laquelle il y aurait des insoumis. Est-ce qu'ils auraient dit ça? C'est intéressant quand même, non, cette question? En tout cas, moi, elle m'intéresse. Je pense que c'est chez moi les rollbacks et lag. Oh, putain, c'est insupportable. Attendez, je regarde ici. Ah, c'est vrai que le débit, il arrête pas de varier, mais il tourne quand même autour de 6000, hein. Il tourne autour de 6000. Mon CPU, il est tranquille, l'ordi chauffe même pas. Et j'ai pas droppé plus de frames. Je sais pas, hein. Faites un petit F5. Si ça lag chez vous, faites un petit F5. Ah, et par contre, j'ai l'impression vraiment que j'ai le chat en décalé. J'ai l'impression que j'ai le chat en décalé. Moi, j'ai des rollbacks aussi. Bon, bah écoutez, on fait comme on peut, hein. Stream de gauche, qu'est-ce que vous voulez? Stream culture, hein. On est à Avignon, donc c'est le stream de la culture, hein. Très bien. Euh, Low latency, mais je suis en low latency, c'est sûr. Bref. Très bien. Bon, une partie d'entre vous, vous n'avez pas de problème. Les autres, faites un petit rafraîchissez la page, ça, tout devrait aller mieux. Donc c'est une vraie question, hein. Moi, je pense que Raphaël Enthoven n'hésiterait pas. De toute façon, il l'a dit. Il l'a dit à 19h59. Si je n'avais pas d'autre choix, s'il fallait absolument que je vote et que j'avais le choix entre un bulletin Jean-Luc Mélenchon et un bulletin Marine Le Pen, je voterais Marine Le Pen. Il l'a dit de toute façon. Donc il a enrobé ça de précaution oratoire. Si j'avais absolument pas d'autre choix, qu'il était 19h59, qu'on m'obligeait de voter, alors je le dis. Enfin, tu vois, genre, frère, tu vois, une manière de dire, bah voilà, voilà, si vraiment j'ai pas le choix, si vraiment vous me demandez, si vraiment, vraiment il faut que je dise un truc, bah oui, je le dis, je voterai RN, mais vraiment, c'est si je n'avais pas d'autre choix, si on me forçait à voter. Frère, quel besoin t'as de dire ça dans ce cas-là? Tu vois, si vraiment pour lui c'est un choix tellement impossible, bah juste n'imagine pas la situation dans laquelle personne ne t'a demandé de te mettre toi-même. Tu vois, personne ne lui a demandé de publier un tweet. C'était un tweet, c'était un peu une interview, c'était un tweet. Personne ne t'a demandé de publier un tweet dans lequel tu nous dis ce que tu ferais s'il était 19h59 et qu'on t'obligeait à voter entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc, si Raphaël Enthoven poste ça de lui-même, en imaginant une situation évidemment totalement invraisemblable dans laquelle il ne se retrouvera jamais, euh, tout ça pour dire qu'entre les deux, il choisit Marine Le Pen, c'est qu'on imagine bien que, euh, par symétrie des formes, si le RN n'était pas en situation de l'emporter, mais LFI, enfin en tout cas le nouveau Front Populaire le pouvait, euh, n'appellerait-il pas à voter RN pour faire barrage à LFI, enfin pour faire barrage au NFP? En tout cas, c'est une hypothèse qu'on est en droit de se poser, enfin qu'on est en droit de poser, une question qu'on est en droit de se poser. Euh, donc Gabriel Attal, en fait, c'est pareil, hein. Il nous dit RN, LFI, même combat. Mais bon,
puisque de toute façon le NFP, ils auront pas de majorité, autant voter pour eux. Peu avant 22 heures, le Premier ministre porte le fer contre son ennemi numéro 1. Notre objectif est clair, empêcher le RN d'avoir une majorité absolue au second tour. Il a quand même dit, Gabriel Attal, qu'il appelait à voter pour des candidats qui partageaient les valeurs républicaines. Le coup est parti. Emmanuel Macron n'a pas regardé la déclaration de son Premier ministre. Aucune télévision n'a été allumée près de lui. À quoi bon? Les deux hommes sont en froid glacial depuis la dissolution. Gabriel Attal, convié à l'Élysée ce soir-là, n'y mettra pas les pieds. Ah ouais. Depuis cette dissolution incomprise, les deux têtes de l'exécutif ne se parlent plus guère, sauf nécessité de service. Mais le chef de l'État connaît la position de son Premier ministre, qui, par le biais de son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, a prévenu le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Attal a mis le président devant le fait accompli, veut croire l'aile droite du gouvernement où Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Aurore Berger défendent le ni RN ni LFI au second tour. Une volte-face confirmée au sein du cercle masculin qui dînait à l'Élysée. Gabriel Attal martèle son combat contre l'extrême droite, rappelant le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie consubstantielle au RN. Ça dégaze trop à Matignon, peste Emmanuel Macron, agacé de voir son Premier ministre accaparer les médias. Ok. Jusqu'au mardi 18h, heure limite de dépôt des candidatures pour le second tour, une course contre la montre s'enclenche. Depuis le QG de campagne rue du Rocher à Paris, les équipes attalistes appellent un à un les députés qualifiés dans des triangulaires risqués pour les prier parfois fermement de se désister. Très bien. Certains acceptent facilement sans broncher, d'autres refusent, se braquent ou fondent en larmes. Le désistement, c'est un processus difficile quand on est engagé la tête dans le guidon et qu'on a accroché la qualification, c'est très douloureux. On n'en est toujours pas à la phrase incriminée, mais elle arrive. Un tempo de retard. Peu importe la souffrance personnelle, rien ne serait pire que le déshonneur, fait-on valoir dans l'entourage de Gabriel Attal, mais le trouble saisit les proches du Premier ministre lorsqu'ils découvrent que certains candidats ont été contactés par les équipes de l'Élysée et parfois par le chef de l'État lui-même pour leur demander de se tenir à l'écart de ce front républicain naissant. Il y a un chemin. Tu te maintiens? Demande Emmanuel Macron à un député sortant prêt à se désister. Le RN est trop haut, il va gagner quoi qu'il en soit, répond celui-ci. Toi, tu te maintiens ou pas? Insiste Emmanuel Macron comme s'il ignorait la réponse de l'élu. Le président et ses proches s'interrogent. Faut-il faire barrage au RN à tout prix? Si front républicain il y a, il faudra délimiter le périmètre, glisse Brigitte Macron. Faites attention à ne pas créer l'effet inverse, dit-elle en imaginant mal des électeurs de droite voter pour un candidat de gauche radicale face au FN. Depuis Marseille, ok. Pas de réponse. Ok, bon, d'accord, très bien. Ah voilà, on y arrive. Autour de la table de l'Élysée, les hommes du président s'efforcent de lire dans les pensées de ce chef qu'ils ont adulé. François Patria, toujours indulgent, juge qu'il lui sera moins douloureux de nommer Bardella à Matignon que de donner les clés à Marine Le Pen en 2027. Peut-être parce qu'il pourrait en cohabitation appuyer sur le bouton pour le mettre dehors et rester le maître des horloges. Quoi? Attendez, cette phrase elle est folle. Mais je veux pas vous spoil la phrase de. Je veux pas vous spoil la phrase de. Ah, là, vous la voyez. Bon, tant pis. Je vous la spoil un peu, mais. Mais cette phrase, elle est folle. François Patria estime que Emmanuel Macron préférerait nommer Bardella à Matignon que de donner les clés à Marine Le Pen en 2027 parce qu'il pourrait éventuellement en cohabitation appuyer sur le bouton pour le mettre dehors et rester le maître des horloges. Ah, avec une dissolution, ok. Oui, c'est vrai ça. Ok, ok. Maîtriser le temps, une illusion, tant cette campagne express s'est jouée avec un tempo de retard. Elle devait pourtant prendre tout le monde de court quand le 9... Alors, c'est là qu'arrive la phrase incriminée. Quand le 9 juin au soir, Emmanuel Macron aborde avec des proches les dates de ses élections anticipées, il espère qu'une campagne de 3 semaines lui donnera l'avantage. Le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI, lâche Gérald Darmanin en petit comité, l'esprit déjà tourné vers sa circonscription de Tourcoing. Ah ouais, on est en, j'ai le chat en méga décalé. Ok, effectivement, j'ai le chat en méga décalé. Terrible. Le bouton dont il parlait tout à l'heure, c'est évidemment la dissolution.
Eh ouais, j'ai vos réactions en décalé, c'est terrible. J'ai vos réactions 30 secondes plus tard. Le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI. Lâche Gérald Darmanin en petit comité. Les blédards. Mais ce mépris, ce racisme, mais consubstantiel, quoi. Les blédards seront partis et ne voteront pas LFI. Mais c'est vraiment, en fait, là, on y est, quoi. Là, il y a tout, là. En fait, il y aurait cette déclaration chez le RN, on hurlerait au racisme absolu et on aurait raison de le faire. Là, il y a tout. Le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI, dit, d'après le journal Le Monde, Gérald Darmanin, le 9 juin, au moment de préparer cette dissolution. Là, il y a tout. C'est-à-dire, déjà évidemment, cette remarque méprisante, ce mot qui, alors comme toujours, hein, qui employé par les concernés, bon bah ils en sont libres, mais qui dans la bouche de quelqu'un d'extérieur est un mot péjoratif, hein. Donc là, on est déjà dans une généralisation fondée sur l'emploi d'un terme euh, qui résonne ou peut résonner de manière péjorative. On est déjà dans le lexique du racisme. On est déjà dans le lexique du racisme. Ensuite, ce dédain qui consiste à dire que de toute façon, ce sont des personnes irresponsables, qui ne feront pas de procuration, qui ne resteront pas pour voter. Euh, on généralise, on les considère au fond comme des faux citoyens, pas des faux citoyens, mais on les considère comme des mauvais citoyens. De toute façon, on les connaît, hein, on les connaît. Ils resteront pas, ils se démèneront pas pour voter. Non, mais on les connaît. C'est vraiment ça, hein, qu'on entend dans cette phrase, hein. C'est vraiment la, la généralisation fondée sur l'apparence réelle ou supposée d'une communauté, l'emploi d'un terme qui peut résonner euh, de, manière, euh, euh, de manière totalement péjorative, euh, le dédain, quoi. Le dédain de celui qui se permet de rappeler constamment que son deuxième prénom, c'est Moussa. Et qui, à ce titre, nous explique qu'évidemment, il ne peut pas être raciste, lui. On y est, hein. En fait, c'est absolument terrible parce que c'était le sens d'ailleurs de mon intervention hier euh, au Palais des Papes, c'est que euh, on ne cesse d'expliquer que le Rassemblement national au pouvoir ferait régner le racisme systémique, ferait régner la distinction entre Français, la stigmatisation d'une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et sauf qu'en fait, c'est déjà au pouvoir. Ce mot-là, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, il est insupportable. Il est insupportable. C'est du racisme, c'est du racisme concentré. Et par ailleurs, ça confirme, cette petite phrase confirme ce que on dit, on est nombreux à dire depuis le début, c'est-à-dire que dans le timing de cette dissolution, il y avait du petit calcul politicien dégueulasse. Il y avait de la petite poloche pourrie de la part du chef de l'État, avec d'ailleurs des objectifs qui étaient extrêmement clairs, hein. Prendre l'alliance de gauche, enfin plutôt prendre la gauche de court pour qu'elle n'ait pas le temps de faire l'alliance, parier sur le fait que la participation sera plus faible au début de l'été, mais qu'elle sera sans doute plus forte chez les personnes âgées. Je vous rappelle que le seul électorat chez lequel le mouvement présidentiel, le macronisme arrive en tête, le seul électorat dans lequel le macronisme arrive en tête, c'est l'électorat de plus de 65 ans, ou plus de 69 ans même, je crois, plus de 65 ou 69 ans. Euh, les seniors. Et en fait, le calcul d'Emmanuel Macron, bon voilà, c'est de se dire, bah oui, de toute façon, les personnes âgées en France, déjà, sont celles qui votent le plus, et puis qui votent tout le temps. C'est vraiment des électeurs systématiques. Par principe, ils se déplaceront toujours pour aller voter. Donc en fait, que le vote soit le 7 juillet ou qu'il soit début décembre, les plus de 65-69 ans voteront de la même manière. Alors que, se dit Emmanuel Macron, les jeunes, qui eux votent beaucoup LFI, en tout cas qui eux votent beaucoup Nouveau Front Populaire, hein, je vous rappelle qu'en dessous de 25 ans, on a voté à 48% pour le Nouveau Front Populaire, et en dessous de 35 ans, c'est à 38% pour le Nouveau Front Populaire. Les jeunes qui votent beaucoup à gauche, qui votent beaucoup plus à gauche en tout cas que, que, euh, que pour le mouvement présidentiel, eh bien,
Emmanuel Macron s'est dit, ceux-là, ils seront partis en vacances, évidemment. Hein. Donc là, on voit combien est-ce que le timing de cette dissolution, qui est un timing totalement irresponsable, qui pourrait nous mener à des mouvements, enfin qui pourrait déjà nous mener à des passations de pouvoir à quelques semaines et du 14 juillet et des Jeux Olympiques. Alors je sais que tout le monde ne partage pas mon analyse, mais moi je crois que c'est totalement irresponsable de changer de ministre de l'Intérieur à la veille des Jeux Olympiques. Certes, le schéma de sécurisation, enfin les schémas de sécurisation et les schémas de maintien de l'ordre ont déjà été élaborés. Certes, l'administration sera capable de toute façon de remplir sa mission. Les services publics de sécurité seront là pour sécuriser les Jeux Olympiques. Mais si par malheur il devait se produire une catastrophe inattendue, et alors là, dans un moment comme ça, c'est quand même les moments les plus sensibles. Tu peux tout imaginer. Hein. Tu peux imaginer évidemment une attaque terroriste, ce qui serait le pire, mais tu peux imaginer des mouvements de foule, tu peux imaginer des gradins qui s'effondrent, tu peux tout imaginer. Tu peux imaginer une circonstance exceptionnelle qui amène à devoir passer au plan B, voire au plan C, voire au plan D qui n'a pas encore été élaboré. Bref, on peut tout imaginer. Et alors, là, pour le coup, la personne du ministre est absolument essentielle. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une attaque terroriste, s'il devait y avoir une catastrophe quelle qu'elle soit, s'il devait y avoir des circonstances exceptionnelles qui amènent à devoir repenser complètement l'organisation et la sécurisation des Jeux Olympiques. Alors, celui qui prendra les décisions dans le moment, c'est bien le ministre, c'est vers lui que se tourne in fine l'administration, c'est lui qui est décisionnaire. Et vous imaginez avoir un ministre débutant dans ce cadre-là, vous imaginez avoir fin juillet, un ministre de l'Intérieur en poste depuis 10 jours, qui est encore en train de nommer son directeur de cabinet, qui est encore en train de prendre possession des lieux, qui est encore en train de dire dis donc les gars, les toilettes du 3e étage, là, c'est où? Parce que faut faire un peu de chemin, là, il n'y en a pas. Ah, il y en a. Ah, c'est au bout du couloir. Ah, je savais bien. Voilà, j'étais sûr qu'on pouvait gagner du temps. Tu vois, les gars, ils sont là-dedans, quoi. Et c'est à un ministre de l'Intérieur nouvellement nommé que va échoir la responsabilité de prendre des décisions tout à fait dramatiques, tout à fait essentielles, tout à fait déterminantes, archi sensibles, si par malheur il devait se produire quoi que ce soit d'imprévu dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc moi, je maintiens mon argument. Je pense que organiser cette dissolution et donc euh, euh, mettre le pays en situation de devoir changer son gouvernement, a fortiori son ministre de l'Intérieur, à quelques jours des Jeux Olympiques, je pense que c'est totalement irresponsable. Et tout ça pour on l'avait analysé depuis longtemps, mais là on en a la confirmation avec cette citation sortie par le journal Le Monde, tout ça pour de bas calculs politiciens, de la petite poloche à l'emporte-pièce et à la petite semelle, les vieux calculs de boutiquiers pourris qui consistent à vouloir parier sur l'absence d'alliance de la gauche, parier sur l'absence de dynamique qui permettra au nouveau front, enfin, ce qui est devenu le nouveau Front populaire de se rassembler, et parier sur le fait que une partie des électeurs ne se rendront pas aux urnes. Vous vous rendez compte quand même? Je m'arrête simplement là un instant là-dessus. Vous vous rendez compte que ce sont les mêmes qui ne cessent de déplorer l'absence de civisme des citoyens. Ce sont les mêmes qui ne cessent de dire il faut aller voter, hein, il faut aller voter, c'est très important. Hein. Et puis qui, le soir sur les plateaux télé, quand il y a un chiffre de l'abstention important, disent tout de même, le chiffre qui doit nous interroger, c'est vraiment le fait que le premier parti de France, ce soir, c'est encore l'abstention. Pardon, mais j'aimerais qu'on s'arrête tous un peu là-dessus. Je pense qu'on est passé un peu vite. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Je pense que ça, c'est un échec collectif, bien sûr. Je pense que les Françaises et les Français doivent aussi se poser la question de leur responsabilité. Pourquoi les gens ne vont pas aux urnes? Il faut à un moment donné... Tu vois, c'est les mêmes qui sont en boucle là-dessus et qui, derrière, calculent le fait que la date des législatives créera de l'abstention chez la part de la population qui n'est pas leur électorat privilégié. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de cynisme à la tête du pouvoir? De comment est-ce que dans le même temps, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale et argue que c'est toujours démocrate, que c'est toujours dans l'intérêt du peuple que de redonner au peuple le pouvoir. Donc il argue de cet argument, qui est un argument massue, auquel tu peux que difficilement t'opposer. Hein. Il argue de cet argument massue pour justifier de cette dissolution, oubliant par là même que le fameux retour au peuple, bizarrement, au moment où tous les Français et toutes les Françaises étaient, en tout cas une immense majorité d'entre elles et d'entre eux, étaient contre sa réforme des retraites, là bizarrement il n'a pas voulu faire le retour au peuple. Là, redonner le pouvoir au peuple...
Consulter les Français, là, non. Là, on va plutôt faire un 49-3. Bon, donc passons sur l'hypocrisie. Mais quand bien même, évidemment, redonner la parole au peuple et reconvoquer des élections, oui, pourquoi pas, c'est toujours légitime de le faire. Mais à quel moment? Et donc là, dans le même temps où Emmanuel Macron se pose en grand démocrate, nous explique qu'il a à cœur la souveraineté populaire, écouter les Françaises et les Français, leur redonner la voix et le pouvoir dans ce moment de crise. Au même moment, le mec fait des petits calculs de boutiquier pour savoir à quel moment organiser les élections pour que les électeurs FI s'abstiennent le plus. Vous avez un président qui prétend redonner le pouvoir au peuple et qui organise les élections en pariant sur l'abstention la plus élevée possible. Parce qu'il sait que de toute façon, son électorat privilégié à lui, son électorat qui est un électorat âgé, lui, de toute façon, ira toujours aux urnes. Voilà l'état de cynisme dans lequel se vautre euh, la fange politicienne dans laquelle s'ébroue le gouvernement actuel. C'est terrible, hein. Et tout ça pour ne pas parler, évidemment, de la dose de racisme, bien sûr, avec laquelle il nous saupoudre tout ça, parce que, écoutez, hein, tant qu'à faire, le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI, lâche Gérald Darmanin. C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est vraiment... Ils, ils, ils auront tout abdiqué, même l'honneur le plus résiduel qui soit, quoi. Ouais, c'est ça, ils auront tout abdiqué, même les quelques atomes d'honneur et de responsabilité qui pouvaient éventuellement leur rester après toute cette période. Il fallait dépressuriser, martèle-t-on dans l'entourage présidentiel, pour décrire l'état d'esprit d'Emmanuel Macron face au mécontentement populaire. Le fidèle de la première heure, Alexis Kohler, juge que la coupe est pleine. Ok. Ah, et envisage bel et bien cette fois de quitter l'Élysée. Le haut fonctionnaire défend jusqu'au bout l'idée de cette dissolution périlleuse, y compris si le scrutin propulse le RN à Matignon. Le président peut se sacrifier pour éviter la victoire de Marine Le Pen en 2027, dit-il en substance autour de lui. Cohabitation vaut mieux que succession, glisse aussi Richard Ferrand, un député de l'aile gauche, laissant entendre que donner au RN les clés du camion sans essence mènera les lepénistes dans le mur. C'est quoi l'article? C'est un article du Monde paru aujourd'hui. En fait, dire ça, c'est vraiment le constat. En fait, on pourrait presque entendre cette argumentation, on pourrait presque l'entendre, qui consiste à dire, à choisir, mieux vaut 3 ans de l'eupénisme dans lesquels ils n'ont qu'une partie des clés du pouvoir, qu'un quinquennat où ils ont la présidence de la République. C'est-à-dire que tu pourrais presque, et j'ai bien dit tu pourrais, hein, tu pourrais presque entendre l'argument, déjà d'une part, si c'était une fatalité, or je crois que se résoudre à l'hypothèse du fascisme, c'est jamais la bonne idée. On oublie que 3 ans, ça peut suffire pour faire du mal considérable. Parier sur l'échec de ses adversaires, c'est pas forcément le bon calcul à faire. Et surtout, et c'est là où en fait est la grosse hypocrisie, c'est qu'ils se permettent de dire ça alors que ce sont eux qui l'ont fait monter le Rassemblement national. Ce sont eux qui ont repris ces mots. Ce sont eux qui ont parlé d'immigrationnisme, de décivilisation, qui ont commencé à attaquer l'aide médicale d'État, qui ont fait voter une loi immigration dont le Rassemblement national a lui-même dit que c'était une victoire idéologique. Ce sont eux qui ont donné des interviews à Valeurs Actuelles, qui ont continué de donner des interviews au journal du dimanche, après qu'ils soient passés sous la coupe de Bolloré. Ce sont eux qui ont soigné les médias bolloréens, qui continuent d'envoyer des offs à Pascal Pro. Ce sont eux qui, en somme, ont frayé avec l'extrême droite, lui ont ouvert la voie, lui ont montré le chemin, ont légitimé ses mots, ont légitimé ses thèmes, nous ont coupé de tous nos arguments. Ce sont eux qui ont joué avec le Conseil constitutionnel, qui ont fait du Conseil constitutionnel le, la, la, le dernier bastion pour nous protéger de leurs réformes antisociales et autoritaires. Ce sont eux qui, ce faisant, ont amené le peuple à se faire l'idée du Conseil constitutionnel qu'il était opposé à la souveraineté populaire alors qu'il ne fait que protéger le peuple contre ce qui pourrait attenter à sa liberté. Ce sont eux qui ont posé tous les jalons, qui ont parlé
d'une interdiction enfin qui ont fait voter une interdiction administrative de manifester, censurée par le Conseil constitutionnel, certes, mais qu'en serait-il si demain le Rassemblement national le mettait au pas? Ce sont eux qui ont proposé l'article 24 de la loi sécurité globale qui était destiné à empêcher que les journalistes ne puissent diffuser des images de violences policières. Le Conseil constitutionnel l'a censuré, certes, mais qu'en sera-t-il demain si le Rassemblement national le mettait au pas? Ce sont eux qui ont pavé la voie. Ce sont eux qui ont pavé la voie, pierre après pierre, once après once, centimètre après centimètre, pour le Rassemblement national. Et derrière, les mêmes te disent « Ah bah, aujourd'hui, ils sont inarrêtables. Bah, puisqu'ils sont inarrêtables, autant qu'ils soient là que 3 ans au lieu de 5. » Mais quelle bande de tartuffes, ils rendent fous. Ils rendent fous. C'est bien, la période actuelle, elle me fait bosser elle me fait bosser mes énumérations, c'est très bien, c'est très bien. Elle me fait bosser mes énumérations. Il joue avec la France et le pays dans tout ça. Bah hein, bien sûr, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Passé la sidération, le scénario d'un gouvernement dominé par l'extrême droite n'effraie plus autant la garde rapprochée du président. C'est vraiment des inconséquents, hein. C'est des irresponsables absolus. Ce n'est pas lui qui mettrait le RN au pouvoir, ce sont les Français. Lui, il a prévenu qu'il peut. Non, mais ça. De toute façon, c'est jamais de leur faute. Ça, c'est jamais de leur faute, hein. C'est jamais eux. C'est jamais eux. Ils gouvernent le pays depuis 7 ans, mais c'est jamais eux. Ils gouvernent le pays depuis 7 ans. Les comptes publics sont dans le rouge. La dette a bondi et continue de bondir bien après le Covid, mais c'est jamais eux. C'est jamais de leur faute, hein, de toute façon, hein. C'est jamais de leur faute. C'est la faute des Français. C'est la faute de la crise, c'est la faute du Covid, c'est la faute de la Russie, c'est la faute de l'inflation, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à Madame Michu, c'est la faute à qu'est-ce que vous vous laissez comme ça. C'est jamais de leur faute. Ils sont au pouvoir depuis 7 ans, mais eux ne sont pas responsables. Lui, il a prévenu qu'il peut y avoir la guerre civile, ensuite les Français font ce qu'ils veulent. Ouais, mais sauf qu'en fait, ça, il a prévenu qu'il peut y avoir la guerre civile en cas de victoire du RN et en cas de victoire aussi du Front Populaire. Ah bah c'est sûr. Ah bah, c'est sûr que si tu expliques aux gens que vous votez pour qui vous voulez, mais attention, si vous votez pour quelque chose d'autre que nous, il y aura la guerre civile. Oui, c'est sûr que forcément, en traçant des équivalences qui n'ont aucun sens, en jouant avec extrême gauche, extrême droite, même combat, en disant que le nouveau Front populaire serait autant la guerre civile que le Rassemblement national, en contribuant à achever, au fond, la dédiabolisation du RN, parce que mettre le Rassemblement national sur le même plan que la France insoumise et même que le nouveau Front populaire, quand bien même tu prétends qu'ils sont tous les deux des diables, c'est au fond le dédiaboliser, le Rassemblement national. Puisque tu expliques que, oui, c'est pas top, mais c'est pas pire que la gauche. Et la gauche, elle est républicaine. Donc en fait, si tu suis la logique, bah du coup, le Rassemblement national l'est aussi. Je vous rappelle que c'est Emmanuel Macron aussi qui a contribué à la réhabilitation de Pétain. C'est Emmanuel Macron aussi qui a contribué à la réhabilitation de Pétain. N'oubliez pas que le maréchal Pétain a été un grand soldat. Emmanuel Macron, fin de citation, durant un moment mémoriel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, il s'est passé tellement de choses. Ils sont responsables à un tel point de la situation actuelle que tu n'arrives même plus à faire le bilan, en fait. En fait, tu es désarmé, quoi. Tu es désarmé, c'est-à-dire que et il suffit de commencer à en parler pour que tout revienne, tu vois. Le souvenir revient. Le souvenir revient. Et tu es là et tu dis, mais c'est vrai qu'ils ont fait ça, mais ils ont dit ça, mais c'est vrai qu'ils ont. C'est terrible, hein. C'est terrible. Si le RN montre en 2 ans qu'il est parfaitement capable de gouverner, on peut espérer qu'il n'ira pas plus loin, rapporte le père du chef de l'État, Jean-Michel Macron. Mais alors maintenant, c'est on va. Alors maintenant, mais alors c'est une dinguerie. Alors maintenant, on va aller interviewer toute la famille, quoi. C'est-à-dire qu'on avait déjà Brigitte Macron, qui n'a absolument aucune légitimité politique. On a déjà Brigitte Macron qui nous commente la politique comme un ministre désormais dans la presse.
C'était déjà suffisamment insupportable. Mais alors maintenant, c'est le père d'Emmanuel Macron. Non, mais rapporte le père du chef de l'État, Jean-Michel Macron. Bah, très bien. Eh ben, écoutez, bah, son cousin bientôt. Bah, on va peut-être demander tiens, bah, on a qui? On a Rodolphe. Bah, viens. Bah, Roro. Bah, allez, viens. Allez, allez, c'est bon, te fais pas prier. C'est bon, tout le monde parle là. C'est bon. T'as bien un avis. C'est quoi ton avis? J'aime pas les méchants et Mélenchon il est méchant. Viens dire ça au micro, c'est très bien. C'est très bien. Très bonne analyse, Roro. C'est très bien là. Putain, c'est de la folie, hein. C'est vraiment. C'est de la folie, hein. C'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est l'entourage du roi, quoi. Enfin, c'est vraiment. De toute façon, je vous rappelle que Emmanuel Macron. Enfin, j'ai là, pardon, hein, mais je vous rappelle que Emmanuel Macron, c'est celui qui disait les Français sont nostalgiques. Enfin, les Français sont en demande de transcendance. Les Français ne se pardonneront jamais d'avoir coupé la tête de leur roi. C'est Emmanuel Macron qui, le plus, a monarchisé le régime présidentiel français. Et alors là, c'est le dernier achèvement. C'est le dernier achèvement. C'est-à-dire que là maintenant, exactement comme auparavant, tout l'entourage du roi était légitime. On écoute le dauphin, on écoute les enfants, on écoute évidemment la reine. Ben voilà, ben là c'est pareil, quoi. Brigitte Macron, c'est tout à fait pertinent qu'elle s'exprime dans la presse et qu'elle nous donne son analyse. Maintenant, le père du chef de l'État, ben écoutez, demain son petit-neveu, c'est très bien, allez-y, il y a aucun problème. Même Sarkozy n'a pas fait ça. Sarkozy a placé ses enfants, enfin, a poussé ses enfants en avant, leur a donné, bon, tous les. euh, leur a apporté, d'ailleurs, volontairement ou non, c'est tous les passe-droits pour qu'ils fassent de belles carrières. Mais même Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire ça. Même Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire ça. Carla Bruni, elle ne s'exprimait jamais sur le fond de la politique. Ses enfants, alors que certains d'entre eux étaient engagés en politique, on les a jamais entendus commenter pendant le quinquennat. Même Sarkozy n'a pas osé faire ça. C'est fou, hein. Avant de se décider à dissoudre, Emmanuel Macron maugréait contre une Assemblée nationale qu'il jugeait ingouvernable. Récolter une chambre plus instable encore au risque de frôler la crise de régime signerait son échec. Quoi qu'il arrive, il faudra une majorité à cette chambre. Nous verrons les proportions. Nommer Bardella aurait une logique institutionnelle. Ouais, ils sont là-dedans, quoi. Eux, ils sont littéralement en train de préparer l'accession de Bardella au pouvoir. La valse hésitation élyséenne ulcère une partie des troupes macronistes. On va avoir le choix dimanche entre les héritiers de Vichy et la 4ème République. Tente sur RTL le 3 juillet, Clément Beaune, ancien Sherpa d'Emmanuel Macron. Pour le coup, il a raison. Pour le coup, c'est tout à fait vrai. On pourrait revenir dimanche soir à une situation qui rappelle de très près la 4ème République, son instabilité et l'impossibilité d'y dégager une majorité. D'heure en heure, les sondages évoluent, éloignant la probabilité d'une majorité absolue offerte à l'extrême droite. L'équipe de campagne de Gabriel Attal n'ose y croire, tandis que le RN lesté par les profils racistes, antisémites et parfois criminels de dizaines de ses candidats lance ses dernières forces dans la bataille. Pendant ce temps, l'animateur star de la chaîne réactionnaire CNews, Pascal Pro, raille les tripatouillages et magouillages des partis adversaires au RN, en écho à Jordan Bardella et Marine Le Pen, et à l'extrême droite prompte à associer le Front républicain à un vol de l'élection. Le vol de l'élection, c'est évidemment le thème trumpien, hein, lors de en 2021. C'était quoi l'année de la réélection de Trump? 2020, 2021? Je me souviens plus. 2021, le 2021. Ah non, peut-être 2020. 2020, le Capitole, on est d'accord? L'attaque sur le Capitole, je crois que c'est 2020, moi. Salut Elana, salut à toute la modération, courage à vous, je sais que c'est je sais que ces streams 2020, ok. Je sais que ces streams voilà, le moment est tendu, hein. 2020, ouais, il y a une minute une minute d'écart. Quelle coche. 2020, élection, insurrection en janvier 21. Ok, ok, merci. Très bien, 2020, bon, je m'en souviens très bien. Janvier 21, le Capitole et 2020, l'élection. Merci, merci. Vous êtes meilleur en date que moi. 6 janvier 2021, merci Défécator, merci les amis. Bon, bah écoutez,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est gravissime. Ce papier, je l'avais pas lu. Ce papier, déjà, il est excellent et et ce qu'il révèle est gravissime, quoi. Tiens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas écouté Pascal Pro. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas écouté un petit Pascal Pro, tiens. Alors, est-ce que c'est sur YouTube ou pas? L'heure des pros. L'heure des pros, Europe 1. Alors, oui, c'est bon, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Alors attendez, Europe 1. Ah oui, mais non, mais il y a trop de trucs. Non, mais il y a trop de trucs, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Attendez, Europe 1 et je cherche l'heure des pros. Ah, voilà. Le replay de l'émission du 12. Ok, super. Enfin, YouTube, parfois c'est un peu. Moi, je veux les éditos de Pascal Pro. Moi, c'est ça que je cherche. Alors, ça doit être sur Dailymotion, en vrai. Dailymotion, c'est news. Ok, j'ai trouvé. Oh là là, mais le nombre de vidéos qu'il poste, c'est une dingue, hein. Ah, ça y est, je l'ai. L'heure des pros, émission du 5 juillet. Tiens, bah, ce matin. C'était quoi l'édito de Pascal Pro ce matin? On va regarder ensemble. Écoutez, où on en est. Ce matin de 9h à 9h30 pour l'heure des pros et sur CNews comme tous les jours jusqu'à 10h30. Je suis agacé, comme beaucoup sans doute, par les leçons de maintien de monsieur Mbappé, qui me semblait beaucoup moins regardant sur l'argent du Qatar que sur le programme du Rassemblement national. Mbappé a évidemment le droit de regretter l'influence de Marine Le Pen. En revanche, quand il dit on ne peut pas laisser le pays entre les mains de ces gens-là, je perçois une attitude méprisante, blessante, insultante pour 11 millions de Français qui ont voté dimanche dernier pour le Rassemblement national et qui sans doute n'ont pas la chance d'Mbappé de traverser la vie en première classe. Je trouve que Mbappé a beaucoup changé depuis le jeune homme qu'il était à Monaco et l'adulte qu'il est devenu au Paris Saint-Germain. La gloire, l'argent sont des rouleaux compresseurs. Il faut être en béton armé pour résister à l'hubris et savoir rester à sa place, savoir qui on est et savoir aussi qui on n'est pas. Zinedine Zidane ou Didier Deschamps ont compris depuis 30 ans que leur place particulière les oblige à une certaine modération quand ils s'expriment. L'un et l'autre mesurent la portée de leurs mots. Ils ne sont jamais ni offensants ni péremptoires quand ils prennent la parole. Pour qui se prend Mbappé ? Est une interrogation que j'entends ici ou là. L'équipe de France ne peut pas être prise en otage par 2 ou 3 meneurs qui crachent sur leurs concitoyens. J'observe que le ministère des Sports, comme la Fédération française de football, n'entre pas en conflit. C'est bon, l'homélie de Monseigneur Pro, là. Hop. Bon, bah voilà, hein, écoutez, c'était juste pour vérifier. Pascal Pro fait toujours, littéralement, hein. Bon, là, il est sur Mbappé, donc mais il fait vraiment littéralement la communication du Rassemblement national, hein. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il disait hier? Moi, je suis un peu curieux de savoir ce qu'il disait hier. L'heure des Pro 2, putain, mais qu'est-ce qu'il poste comme vidéo? Ah, l'heure des pros, ça y est, j'ai trouvé. 4 juillet. Qu'est-ce qu'il disait hier, Pascal Pro? Intéressant de savoir, hein. Allez. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 entre 9h et 9h30 pour l'heure des pros et jusqu'à 10h30 sur CNews. Les footballeurs français jouent demain à Hambourg un quart de finale de championnat d'Europe et je crois que ça m'est un peu égal. Le Tour de France a commencé il y a quelques jours et je n'ai pas regardé une étape. Les Jeux Olympiques sont programmés à Paris le 27 juillet. Je préférerais qu'ils aient lieu à Barcelone ou à Los Angeles. Nous sommes le 4 juillet.
D'habitude, j'écoute une chanson d'été, un refrain qui m'emmène sur une plage au bord de l'océan. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Emmanuel Macron aura gâché tous mes plaisirs. S'il m'écoute ce matin, je ne suis même pas certain qu'il comprenne ce que je dise. Il est ailleurs. Il vit en Macronie, ce pays où il est tout seul. Le président ignore ce qu'est un Français. Il y a 2 moments sacrés dans l'année, Noël et les vacances. Pascal Pro, il est fâché parce que c'est Emmanuel Macron lui a volé ses vacances. Cagno, mort bourgeois. Incroyable. C'est incroyable. Le pays est au bord de la ruine, mais lui il est fâché parce qu'Emmanuel Macron lui a volé ses vacances. Alors, c'est c'est quand même incroyable. C'est quand même, bah attendez, moi je voulais partir à Noirmoutier, là, et là je peux pas, il faut que j'attende, quand même, c'est pas sympa, quoi. On n'est pas en vacances, quand même, hein, les vacances. C'est important hein, les vacances d'été, hein. Être sur la plage, écouter une petite chanson, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Voilà, il respecte pas ça, Emmanuel Macron, quand même, hein, c'est pas bien, quand même. Incroyable, hein. Bon, bah écoutez, euh, voilà. C'est quand même fou, hein, c'est quand même fou. Mais, bref. Est-ce que, euh, est-ce que c'est pas lui qui a... Je réfléchis, mais... Non, c'est pas possible, c'est ultra bourgeois, c'est ouf. C'est ouf, mais quand il dit ça, il a forcément senti quelque chose. Il a forcément senti quelque chose Non, j'en sais rien, je dis ça, il faut ça. Là, ça c'est tombé dans l'illusion que CNews prend le pouls du pays, ce qui de facto est faux. Par contre, euh, par contre, ils ont une influence. Ouais, non, 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 je retire. Incroyable, hein. Incroyable. Bref. Euh, Moi, j'aime bien, pendant cette campagne, écouter un peu CNews. Parce que tu te rends compte de... En fait, le vrai problème, c'est qu'on est un certain nombre aujourd'hui à critiquer la chaîne sans l'écouter. Et comme je vous racontais, hein, moi, euh, depuis la dissolution, j'écoute un peu CNews. En fait, tu te rends compte d'à quel point ils font campagne pour le Rassemblement national, mais sans s'en cacher, quoi. Vraiment, et y compris les journalistes de la chaîne. Et Pascal Pro est vraiment le parachèvement de cela. Bon, bah là, vous l'avez entendu dans la diatribe qu'il fait contre Kylian Mbappé, auquel il ne reproche pas d'avoir insulté une partie des électeurs de France qui votent pour le Rassemblement national. Euh, Bien. Alors, attendez. On va se regarder quelques dingueries quand même. Je me rends compte que je stream depuis 1 heure et demie et que je vous ai toujours pas dit, n'oubliez pas de... n'oubliez pas de vous abonner. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous le désirez. On est en plein train de la hype, là, incroyable, niveau 3. À 28%, vous n'allez pas me laisser ça. Voilà, je manque à toutes mes obligations, je fais plus aucune pub, rien, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de follow la chaîne, on est à 118 000. Vous imaginez si parmi vous 2000 n'avez toujours pas follow la chaîne et que vous followez maintenant, on passe à 120 000. C'est incroyable, ce serait fou. Donc n'hésitez pas, évidemment. Et je vous rappelle que le modèle économique de Twitch, eh bien, c'est un théâtre sur lequel on joue au chapeau, comme dans un comedy club, ou comme dans le théâtre de rue, voilà, on fait passer un chapeau et chacun met dedans en fonction de ce qu'il peut ou de ce qu'il veut. Donc, si vous pouvez et si vous voulez eh bien, participer évidemment au financement de ce stream, tout simplement, eh bien, vous le pouvez. Il suffit de vous abonner, de prendre un abonnement si vous le désirez. Ça aide énormément. Évidemment, c'est ma seule rémunération sur ces streams puisque je ne diffuse plus de publicité. Voilà, c'est bon, je l'ai fait, je l'ai dit. Je continue. Hop, attendez, il se passe des choses autour de moi là. Vous voyez pas, mais c'est tout un imbroglio. Bien. Euh, on va se regarder quelques dingueries. Ah, qu'est-ce que tu dis? Pour ma part, direction Avignon pour venir te voir ce soir. Incroyable. Eh bien, tout à l'heure. C'est vrai, hein, je joue à 19h05 à Avignon. Il est bientôt 16h. Bon, on va.
il va falloir qu'on aille assez. Là, on arrive sur le bout, hein. On arrive sur le bout bientôt. Bientôt, Gilles, mon producteur, va débarquer dans le chat pour me dire Clément, tu as pris un engagement, tu as dit que tu te reposais un peu, etc. Bien. Euh, Est-ce que. Ah, voilà. Voilà, je m'appelle André Guette, évidemment. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dit quelque chose? Je suis arrivé depuis 2 mois pour suivre Clément, pas encore tout compris et je suis bien abonné. Le train de la hype, c'est rien, hein, c'est juste un moment où voilà, c'est rigolo de donner des subs parce que du coup, ça fait des gros chiffres et après on est content, mais ça n'apporte pas tant de choses que ça. Bientôt les emotes, cela dit, hein, bientôt des emotes exclusives évidemment pour les abonnés. Un mot sur Clémence Guettet. Non, mais je sais même pas de quoi vous parlez. Donc je sais même pas. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu vas louper le match. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, je savais même pas qu'il y avait un match. Euh, c'est combien l'entrée au festival? Bah, le festival d'Avignon, c'est gratuit. Par contre, il faut payer l'entrée dans les spectacles. Enfin, le festival. L'entrée dans Avignon, c'est une ville. Par contre, il faut payer l'entrée dans les spectacles. Évidemment. André va couper le Wi-Fi. C'est pour avoir plus d'emotes. C'est vrai que normalement, le train de la hype permet d'avoir plus d'emotes. Mais moi, j'ai pas mis les emotes, tout ça. Bref, ça arrive, ça arrive. Euh, qu'est-ce que. Bon, je prends, mais j'ai envie de prendre vos questions, mais en même temps, comme on a 20 secondes de décalage avec le chat, c'est compliqué. Hier soir sur France 2, Clémence Guettet. Oui, mais je sais pas ce qu'elle a dit. Un avis sur Ruffin. Qu'est-ce qu'il a dit, Ruffin? Alors, vous êtes nombreux à me dire, ok. Alors, c'est quoi, pourquoi est-ce que tout le monde dit Ruffin, Ruffin, Ruffin? Il dit qu'il est parti de la France Insoumise. Oui, bon, bah ça, c'est pas une grande nouveauté, j'ai envie de vous dire. Ah, sur le fait qu'il affirme que Jean-Luc Mélenchon est un boulet et un obstacle au vote. Oui, bon, bah, je l'aurais pas dit comme ça à ce moment-là. Je l'aurais pas dit comme ça à ce moment-là. Je crois que c'est pas le meilleur moment pour, je crois que c'est pas le meilleur moment pour dire ça. Après, moi, sur le fond, je suis pas totalement en désaccord avec sur le fond ce qui est dit, hein. Je suis pas un grand fan de Jean-Luc Mélenchon comme vous le savez, hein. Mais par contre, je pense que c'est pas le moment de dire ça, quoi. Je pense que c'est pas son tract. Alors attendez, tract Ruffin. Pas maintenant. Moi, je tape tract Ruffin, j'ai rien du tout, hein. Bah, c'est ça en fait, c'est le fait qu'il ait critiqué Mélenchon, j'imagine. Bonsoir Jean-Luc. Mélenchon a taclé sur TF1. Oui, je vois ça. Bon, bah écoutez, bon, bref, la gauche, quoi. Voilà. Vous voulez savoir ce que j'en pense? La gauche. Voilà. J'en pense ça. La gauche. Moi, je tape tract Ruffin sur Google, je vois rien, donc je sais pas, je vois même pas. Ruffin a fait des tracts anti-Mélenchon. Mais après, pour le coup, en vrai, ça, vous savez, c'est ce que rapporte un très grand nombre. En réalité, c'est ce que rapporte un très grand nombre de candidats Nouveau Front Populaire du terrain. C'est-à-dire qu'un grand nombre de candidats au Nouveau Front Populaire rapportent du terrain des électeurs ou électrices qui leur disent moi, j'aimerais bien voter pour vous, mais Jean-Luc Mélenchon, il me fait peur. Et donc, ça, c'est de facto, factuellement, hein, c'est les remontées de terrain de très nombreux candidats et très nombreuses candidates Nouveau Front Populaire. Donc, euh, François Ruffin, il exploite ce sentiment-là. Il exploite ce sentiment-là. Moi, après, je pense que c'est pas. Je pense que. Bref, bon. Si vous voulez mon avis, je pense que moi, je trouve à titre personnel, hein, vraiment, je vous donne mon opinion de citoyen. Là, c'est même pas de l'analyse. Mais je trouve que Source, bah, alors, pour le coup, moi, j'ai les remontées directes des candidats. Source, j'ai les remontées directes des candidats. Et puis, cherchez un peu, vous verrez. Enfin, le nombre de off là-dessus, c'est faramineux, hein. C'est faramineux.
Et puis même, enfin, pour discuter pas mal autour de moi, enfin, j'ai mon chauffeur de taxi hier, bah, source, mon chauffeur de taxi hier. Non, mais c'est aussi des échos que moi j'ai de beaucoup de mes proches, de gens avec qui je discute. Enfin, si vous, je sais, en fait, je sais pas, si vous êtes passé, je sais pas comment vous pouvez faire pour être passé à côté en vrai. Soit vous êtes dans une vraie bulle, soit là, il y a un peu de biais de confirmation et d'attention sélective, ce qui est possible. Hein. Bon, de toute façon, on est tous, on est tous là-dedans. Hein. Ça, c'est comme ça que fonctionnent tous nos cerveaux. Écoutez, moi, à titre personnel, mon sentiment. Je trouve que c'est pas à la hauteur du moment, quoi. Nulle part, en fait. Je trouve que c'est pas à la hauteur du moment. Je trouve que je trouve que c'est pas le moment de faire du Mélenchon bashing venant de la gauche. Voilà, je pense que c'est pas le moment de faire du Mélenchon bashing venant de la gauche. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'était pas obligé d'être à la télé tous les soirs, parce que c'est quand même ça qu'il a fait. Enfin, je veux dire, il nous a fait exactement la même chose que Macron, quoi. C'est-à-dire que Macron, tout le monde est venu lui dire, frère, parle pas. En fait, à chaque fois que tu parles, tu fais perdre des voix à nos candidats. Et le gars, il a dit, ah bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais parler tous les jours. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, tout le monde est venu lui dire, écoute, frérot, il y a quand même une partie des électeurs et des électrices qui, peut-être ton nom, ça aide pas, quoi. Et les électeurs et électrices qui votent pour ton nom, de toute façon, ils savent que tu es là. Donc peut-être c'est une bonne idée de. Voilà. Et le gars, non, je serai à la télé tous les jours. Voilà, je pense que tous ceux qui militent pour LFI le savent, dites-vous. Ah, voilà, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de. En fait, je pense que à gauche, et ça fait écho aussi parce que je parle un peu avec des gens qui sont derrière les coulisses, donc j'ai quand même un peu de off moi-même. Euh, Grosso modo, tous les échos que j'ai, c'est que à gauche en ce moment, il y a deux choses qui se jouent en même temps. Il y a d'une part un moment historique pour la France, et puis d'autre part des petits calculs pour l'après. Bon, et puis vous l'avez vu, Marine Tondelier qui, la première, parle d'une grande coalition, ce qui pour moi est totalement irresponsable. Voilà, il y a des responsables politiques qui pensent au pays et qui ont suffisamment su penser au pays pour réussir une alliance qui n'avait rien d'évidente et qu'il faut saluer. Et puis, les mêmes responsables politiques, ils pensent quand même dans le même temps aussi à eux et à leur intérêt et à leur machin et à se placer et à l'après et à pas se faire bouffer et à pas se faire éclipser. Et ça donne ce qu'on voit là et qui pour moi est pas responsable non plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont pas à la hauteur. Après, je pense que d'une manière générale, c'est déjà un petit miracle d'avoir eu une alliance Elle a réfuté après. Non mais arrêtez avec ça. Là là c'est fou quoi. Franchement là vous. Mais je vous jure c'est le degré. Allez lire l'interview de Marine Tondelier dans Libération. C'est à la une de Libération. Elle a rien réfuté du tout. Elle a fait un communiqué sur Twitter qui est méga ambigu. Par contre à Libération elle est super claire. Elle dit oui on peut avoir une alliance avec les macronistes tant que ça se fait avec la gauche. Au leadership de l'Alliance. Mais elle parle elle-même d'une alliance, elle parle elle-même d'une grande coalition. Sachant que le principe d'une grande coalition, c'est que les macronistes vont jamais rejoindre le nouveau Front Populaire sur le programme du nouveau Front Populaire. Tu négocies un accord de coalition, c'est comme ça que ça marche. Bon. Et Marine Tondelier, elle en parle là, maintenant, là, à 4 jours du premier tour. Et je comprends pas. C'est un truc de fou. J'ai eu ce débat. Bon, du coup, je sais que les spectateurs sont jamais les mêmes, mais j'ai eu ce débat avec vous mercredi dernier, et vous étiez déjà là à dire fake news, elle a démenti. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable le degré d'illusion dans lequel vous baignez. Enfin, je veux dire, regardez ce que les gens disent, soyez critiques, y compris avec les gens que vous aimez. Alors, je sais bien que Marine Tondelier, ça y est, c'est devenu la nouvelle héroïne, la nouvelle icône de la gauche que tout le monde la trouve formidable, et elle a fait une très belle campagne, très efficace, très courageuse, elle est allée partout. Donc là-dessus, il faut saluer ça. Elle a mouillé la chemise, tu vois. Je trouve que c'est très bien que des responsables de gauche l'aient fait. Et soutien à Marine Tondelier qui a été évincée par Jordan Bardella du débat d'entre-deux tours. Enfin, du débat d'entre-deux tours. Oui, c'est ça, du débat d'entre-deux tours. Et BFM qui s'est plié là-dedans. Enfin, tout ce qui se passe est dingue. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous aimez Tondelier qu'il faut pas voir ce qu'elle a dit effectivement, tu vois. À un moment donné, perdez papier vous non plus avec la réalité, c'est quand même incroyable, quoi. Ce qui est incroyable, Ruffin l'a dit. Mais alors ça, moi, vous êtes un certain nombre à l'avoir dit, j'ai pas vu la décla. Ruffin, grande coalition.
Alors, si vous avez le... Si vous avez Ruffin ne dit pas non. Bon, bah oui, bah écoutez, bah c'est pareil. Bah c'est pareil, je pense que c'est irresponsable de dire ça maintenant, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je pas de... Je suis sur quoi? Je suis sur un truc, je sais même pas où je suis là. Hop, la voie du Nord. Bon, écoutez, moi, j'ai la flemme de chercher la déclaration. Si Ruffin l'a dit, ce qui est un gros si, hein. Ouest France. Alors, ok. Pomme F. Ruffin. C'est montré moins catégorique. Il y a eu des grands moments dans notre histoire qui se sont faits avec cette coalition, notamment on peut penser à la Libération, où des communistes gaullistes, il y avait un gouvernement commun. Bah, je pense que c'est irresponsable en fait, moi, je pense que c'est irresponsable d'en parler maintenant. On fait, je pense que c'est irresponsable d'en parler maintenant. Euh, je pense que, je pense que à quelques jours du scrutin et au moment où la Macronie fait office d'un repoussoir absolu, je pense que stratégiquement, c'est pas la meilleure idée. Je pense que ceux qui en parlent maintenant, en fait, ont des arrière-pensées de se placer eux-mêmes dans la perspective de cette grande coalition, etc. Et donc, je pense que c'est pas le moment. Et après, moi, je vous l'ai dit, je pense qu'une grande coalition, c'est totalement irresponsable. Je pense qu'une grande coalition est totalement irresponsable. Mais peut-être que l'histoire pourra me donner de tort, hein, et je souhaiterais avoir tort. Si jamais on arrive à... Alors, si on pouvait avoir une grande coalition avec un programme qui soit euh, à l'image du programme du Conseil national de la résistance, moi je signe tout de suite, il n'y a pas de problème, hein. Si tu peux avoir des macronistes jusqu'à LFI, un programme commun, un programme de coalition qui prévoit le virage vers euh, un approfondissement de l'État-providence, vers un meilleur partage des richesses, un meilleur partage du pouvoir, euh, une deuxième étape dans la démocratisation du pays, de la République, et en même temps une deuxième étape dans la construction de l'État social et tout, il n'y a pas de problème. Si on arrive à trouver un accord là-dessus, moi je suis d'accord. Ça implique que le macronisme accepte de revenir sur la réforme des retraites, la réforme du chômage, la réforme de l'immigration, les franchises médicales, qu'elle accepte de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune, etc., etc. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Bon, après, on verra, hein. On verra. Ruffin, c'était sur RTL, disait qu'il ne voulait pas de coalition Gloubi-Boulga. Ben voilà, en fait, moi, le problème, c'est que c'est là où ça souffle le chaud et le froid, et ça me semble irresponsable. C'est que, en fait, je vois difficilement comment ça pourrait être autre chose qu'une, euh, qu'une coalition Gloubi-Boulga, un truc à minima, où ils vont réussir à trouver trois quatre réformes vaguement sociales qu'ils vont faire ensemble avec l'aile gauche de la Macronie, mais qui reviendra éventuellement sur la réforme des retraites, mais pas des retraites, de l'assurance chômage, mais je vois pas la Macronie revenir sur la réforme des retraites, par exemple. En fait, je vais vous le présenter comme ça. Je ne vois pas la Macronie revenir sur la réforme des retraites. Je vois pas dans quel monde ça existe. Et si jamais la gauche participait à une coalition qui ne revenait pas sur la réforme des retraites, que dirait-il lors des prochaines élections? En fait, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que pour le coup, et ça, je vous l'ai déjà dit, pour le coup, exactement les propos de Ruffin, bon, bah, dans ce cas-là, si dit ça, je suis aligné, mais je pense que c'est quand même pas le timing d'en parler, en tout cas pour les responsables politiques. Et surtout, comme je vous le disais, dans tous les pays où il y a eu enfin, dans tous les pays, dans de très nombreux pays où il y a eu des grandes coalitions, c'est l'extrême droite qui, derrière, aux élections suivantes, a recueilli les lauriers et a vu une progression faramineuse de vote en sa faveur. On l'a vu aux Pays-Bas avec la grande coalition violette entre le PVDA et les conservateurs qui a amené la liste Pim Fortuyn en 2002 au pouvoir. On l'a vu en Autriche avec la grande coalition entre l'OVP et les travaillistes. Les travaillistes, l'OVP et le SPO, qui a amené le FPO de Jörg Haider au pouvoir en 1999. À chaque fois que la gauche et la droite ont essayé de gouverner ensemble en disant bon bah allez on fait un programme mou euh, de consensus entre nous qui du coup échoue évidemment à convaincre les citoyennes et les citoyens parce que ça reste toujours un entre-deux un peu mollasson. Bah derrière, tu as l'extrême droite qui vient qui dit nous on est une vraie alternative nous. Nous, vous faites comme vous voulez, mais nous, pour le coup, au moins, on fait une politique différente.
Bon, bah, comment tu veux résister à ça électoralement? Donc je pense que c'est vraiment, je pense que c'est dans l'absolu une très mauvaise idée. Je pense vraiment, vraiment que la gauche a une bien meilleure carte à jouer que celle-là. C'est-à-dire la carte, moi je l'ai dit, hein, moi, ma position personnelle, c'est constituante. C'est si on est dans une situation d'absence de majorité dimanche soir, la position de la gauche, ça doit être nous refusons de participer à des alliances, nous assumons que les institutions soient bloquées, et quand des institutions sont bloquées dans un moment de crise, eh ben on en change. C'est ce qu'a toujours fait le général de Gaulle, c'est la geste gaulienne, c'est le fait de dire que les institutions sont certes aujourd'hui une partie du problème, mais qu'elles peuvent devenir demain une partie de la solution. Et donc, on demande la réunion d'une assemblée constituante. Voilà, pour moi, ça doit être ça, ce que dit la position de la gauche. Ça doit être cette opportunité historique que saisira la gauche dimanche soir si il n'y a pas de majorité. Voilà, ça, c'est ma position. Bon, donc, et il me semble, tu rêves encore. Mais en fait, comme je vous l'ai dit mille fois, hein, moi, je rêve pas. J'ébauche une sortie de crise possible. Et je préfère le rêve à la résignation, hein. Le contraire du rêve, c'est la résignation. Donc si vous voulez être résigné et vous dire, bah allez, préparons l'accession au pouvoir de l'extrême droite, aucun problème, bah, je vous en prie, be my guest. Mais ce sera jamais ma position. Moi, ma position et même mon rôle, je pense, c'est au contraire de montrer d'autres voies possibles. Je dis pas qu'elles sont faciles, je dis pas qu'elles sont probables, je dis pas qu'elles sont évidentes, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je vous dis que c'est possible, par contre. Et, là où il y a une idée, il y a un chemin. Voilà, moi c'est ça que je crois fermement, c'est que forcément, si personne ne parle de constituante au motif que tu rêves, bah évidemment ça va pas se passer. Mais par contre, si on commence à en parler en disant non mais attendez, y a aucune impossibilité là-dedans, c'est tout à fait possible, on peut le faire, ça peut être une solution. Et si les institutions sont bloquées, ça pourrait même vite devenir la seule solution. Et je pense qu'il faut jouer cette carte. Je pense qu'il faut jouer cette carte et que la gauche a une responsabilité historique qui est de ne pas participer à une coalition globi-boulga, de ne pas aller se vautrer dans quelque chose qui serait contre nature pour le coup et qui certes permettra d'avoir des postes aujourd'hui, des postes de ministres aujourd'hui, qui certes permettrait de faire passer peut-être quelques réformes vaguement sociales et qui trancherait avec la politique libérale poursuivie par Emmanuel Macron depuis 7 ans, mais qui serait évidemment à minima, qui ne serait pas du tout à la hauteur de l'espoir que pourrait faire, que pourrait susciter le programme du nouveau Front populaire, qui décevra les électeurs et les électrices. Et alors là, pour le coup, 2027, oui, c'est sûr que vous préparez Marine Le Pen à la présidence de la République. Donc voilà, moi, c'est ma position. Mais c'est pas du rêve, parce que c'est pas impossible. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais par contre, je pense que mon rôle, ma responsabilité à moi, en tant que, pour le coup, chercheur en sciences politiques, qui a quand même un peu travaillé sur la démocratie participative et délibérative, c'est un de mes sujets d'étude. Euh, je crois que mon rôle, c'est de vous dire non, non, c'est possible, on sait faire, c'est pas compliqué, il y a une voie, il y a un chemin. Et si tous les partis de gauche, au lieu de parler de grande coalition, pour l'instant se taisent sur l'après et dès lundi se rassemblent toutes et tous derrière un seul mot d'ordre, nous ne participerons à aucune coalition globi-boulga, nous voulons une constituante, et c'est comme ça qu'on débloquera la République, ben, tout d'un coup, ce qui paraît aujourd'hui improbable peut devenir demain possible. Voilà. Moi, c'est ça ma position. Et je pense que pour le coup, c'est ma responsabilité de dire ça. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est ma responsabilité, mais en tout cas, moi, c'est ainsi que je perçois ma responsabilité personnelle dans ce moment. C'est d'essayer de faire circuler un peu cette idée. Et puis, bah, écoutez, ça marche pas, c'est pas de problème. Hein. Moi, de toute façon, j'ai rien à gagner dans tout ça. Hein. Moi, vous savez, moi, je suis un saltimbanque. Hein. Je fais un petit spectacle. De toute façon, il est complet, donc j'ai même pas de place à vendre. Il y en a à Paris, cela dit. Hein. N'oubliez pas qu'on est au Théâtre Saint-Georges à partir du 22 septembre, tous les dimanches lundis. Là, pour le coup, il y a quelques places. Mais à Avignon, on est complet. Donc, bon, moi, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, vous savez, à titre personnel, ma vie, je joue tous les soirs à 19h. J'ai ma petite chaîne Twitch. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai rien à gagner. Je cherche à me placer dans rien. Donc, je m'en fiche. Par contre, je vous dis ce qui me semblerait dessiner un avenir souhaitable pour le pays. Bref. J'ai acheté ton book. Bien. Bon, écoutez, il est 16h13, on me dit on ferme.
On me dit on ferme, on me rappelle qu'il y a un spectacle et qu'il y a du travail dessus. Bon, bah écoutez, hein, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que. Même pas de pub pour des subs. Ouais, putain, j'ai pas assez fait de pub pour les subs, ça c'est vrai, hein, ça c'est pas bien, hein, ça par contre, hein, Clément, hein, ça c'est pas bien, hein. Bon, alors. euh, donc, Klimovic, André souligne que. Ah ouais, putain, je me fais harceler par mon producteur, par mes modérateurs. Putain, le monde est contre moi, hein, le monde se ligue contre moi. Bien, alors. euh, il faut qu'on avance. Écoutez, enfin, c'est pas qu'il faut qu'on avance, c'est qu'il faut qu'on se laisse. Voilà, là, on est en train de. On me met la pression, là. Ah, c'est terrible. Je suis sous pression, hein, sachez-le. Sachez-le, c'est terrible, hein. Bon, en même temps, je joue tout à l'heure. Alors, euh, bon, ben, je vous donne rendez-vous lundi matin, 10 h, pour débriefer les résultats du second tour. Pour le coup, on va faire un gros stream un peu solennel lundi matin à 10 h. Je ferai une annonce, on est en train de préparer un visuel et tout. Voilà, on va faire un vrai gros stream en espérant que ça coupe pas, hein. En espérant. Moi, je dis rien. Oui, oui, c'est bon, Gilles, je conclus là. Je conclus. Lundi, 10 h, on fait un gros stream pour, on fait un gros stream pour débriefer l'analyse, enfin les résultats du second tour. Donc voilà, je vous donne rendez-vous. On fera un truc un peu solennel, un peu, en espérant que la connexion tienne. Voilà, en espérant que la connexion tienne. Votez dimanche. Enfin, votez si vous le voulez, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes, je pense, un peu intéressé par la politique, donc n'oubliez pas de voter dimanche. On a surtout papoté, du coup, aujourd'hui. Écoutez, on s'est fait du bien. On a quand même lu ensemble cet article du Monde qui nous a. On a davantage parlé du macronisme que du Rassemblement national. Écoutez, le Rassemblement national, TLDR, ils sont tous racistes, ils sont antisémites. Il y a une dingue qui sort chaque jour. Enfin, je veux dire, vraiment, allez voir la carte de la honte sur Twitter qui vous permet de revoir les déclarations des uns et des autres. Allez voir le travail de l'extincteur sur Twitter qui répertorie là aussi les dingueries sorties par les candidates et les candidats. Il y a quantité de vidéos qui circulent partout où tu vois le naufrage des incompétents notoires quand ils sont pas racistes, quand ils sont pas antisémites, quand ils sont pas complotistes, qui nous ont mis aux élections et qui sont au second tour. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, voilà, faites circuler ça autour de vous. Ça changera rien. Les gens ne votent pas Rassemblement national pour les candidats. Ils votent même, ils votent pour les pulsions de rejet qu'ils ont. Ils votent pour la figure de Jordan Bardella. Ils votent pour un rejet global de la politique jusqu'à aujourd'hui. Ils votent. Voilà, c'est de toute façon, oui, continuons de faire circuler continuons de faire circuler ces informations. Elles sont importantes. Elles peuvent peut-être convaincre encore quelques personnes de ne pas voter, de ne pas voter pour eux. Euh, c'est vrai qu'on s'est pas fait les perles et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout faire. Donc, on a lu cet article important, hein, paru dans Le Monde et qui nous démontre quand même à quel point est-ce que Emmanuel Macron, c'est pas le macronisme pour le coup, à quel point Emmanuel Macron a joué avec la France, hein. C'est vraiment, c'est là où on en est.